mais l'argent, il peut aussi servir de droit de vote. Donc il y a quelque chose de très militantiste, d'activiste qui est présent, qui répond à des convictions aussi de bienveillance et de bien commun, qui sont vraiment très importantes et qui se retrouvent. Jeudi 15 avril 2021, j'ai interviewé Antoine Derrien, investisseur pour des projets sociaux, sociétaux et environnementaux. La vision d'Antoine m'a profondément marqué, puisqu'il cherche à faire prendre conscience à chacun de ses interlocuteurs ce que représente l'argent. Une fois ceci défini, il les aide à trouver des projets en cohérence avec leurs affinités. Quelle vision grandiose d'une relation financière-conseiller. Venez donc découvrir l'approche d'Antoine et laissez-vous emporter par ses élans philosophiques. Qui es-tu et quel a été ton parcours avant d'arriver à ton métier actuel ? Très concrètement, quelque chose de marqué par des études, voilà, lycée, prépa, école de commerce, et ensuite surtout marqué par un environnement financier. Savoir que mon père était dans l'environnement de la finance, et plus précisément de la gestion de patrimoine des années 80. C'était l'époque encore où on disait ton banquier est ton meilleur ami, adage que je trouvais extraordinaire, mais qui malheureusement a été quelque peu modifié par d'autres aspects. Mais du coup, ça m'a toujours intéressé parce que au niveau de la gestion de patrimoine, c'est quelque chose qui va mêler à la fois une dimension financière et une dimension personnelle. Quand on parle à quelqu'un au niveau de la gestion de patrimoine, on s'adresse à une personne et son patrimoine personnel, comment j'utilise mon argent. Et on sait ce que fait l'argent aujourd'hui, on sait comment il est utilisé. Donc, du coup, il y a un cheminement qui s'est fait, il y a des questionnements. Et très concrètement, ce qui m'a amené ici, c'est une première expérience d'un point de vue purement gestion de patrimoine en gestion de fortune dans une grande banque européenne, voire d'envergure mondiale, qui m'a permis d'apprendre beaucoup de rigueur, et d'apprendre vraiment aux côtés de personnes qui étaient extrêmement qualifiées et auprès d'une clientèle de gestion de fortune. Quand on parle de gestion de fortune pour l'échelle dans laquelle je travaillais, c'était à partir de 5 millions d'euros sur le compte de la banque concernée, donc ce qui pouvait aussi laisser entendre d'autres avoirs ailleurs. Ensuite, je suis passé dans un environnement non résident, donc toujours dans l'environnement de la gestion privée, mais avec des non-résidents, et ce qui pour moi a été vraiment très révélateur sur la nature humaine, puisqu'on était avec des personnes qui étaient donc non résidentes. Et ce qui implique la non-résidence, ça implique l'étranger d'autres cultures, et du coup, j'ai énormément appris. Et pour être très, très, très transparent, un rendez-vous de 2 heures avec ces clients-là, c'était 15-20 minutes pour parler argent, et puis une bonne heure et demie pour parler, enfin juste eux parlent. Et j'ai énormément appris justement sur des conceptions, des visions différentes, ce qui a développé beaucoup d'humilité aussi. Et quand on a ce regard international, c'est quand même super intéressant. Sauf que malheureusement, j'ai pas trouvé réponse au niveau plus de la structure elle-même. C'était plus compliqué d'un point de vue vraiment managérial et conviction. Je suis parti. Ensuite, j'ai navigué un petit peu en eau trouble, avec une pression globale, certes parentale, d'une ancienne génération qui arrivait sur une vision très, on va dire assez cartésienne de sécurité, où il faut un emploi. Donc j'ai retrouvé un emploi. J'ai démissionné au bout de 15 jours. Donc là, c'était un peu compliqué pour les parents. C'est un emploi en développement commercial dans l'environnement de la photo, puisque je suis passionné de photo, ça, c'est un truc à côté, mais D'accord. j'ai créé mon autre entreprise sur ce point-là. Et puis après, j'ai retrouvé, par une certaine pression aussi, un autre job en tant que consultant RH pour des métiers dédiés à tout ce qui était ressources humaines. Et comme cadeau de Noël, j'ai annoncé ma nouvelle démission au bout de 3 semaines. Donc, grosse période d'incertitude, beaucoup de questionnements, mais qui se marquent, qui se coupent par des questions de conviction, des questions de multiculturelles aussi, qui m'ont beaucoup marqué lors de l'expérience avec les non-résidents, qui était quand même la plus importante à date. Et puis après, j'ai créé l'auto-entreprise, j'ai un peu voyagé aussi, et puis on a décidé avec mon ami de partir 1 an en Espagne. J'ai trouvé un travail dans une autre grosse entreprise, cette fois-ci américaine, qui m'a appris beaucoup de choses sur la psychologie de la vente. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir aussi encore une dimension différente, encore une vision culturelle différente à Madrid. Mine de rien, c'est quand même très différent de ce qu'on peut observer aussi en France. Et puis, tout simplement, au bout d'1 an, je m'y retrouvais toujours pas, on est revenu. Et je suis arrivé chez Lita, qui est aujourd'hui l'entreprise qui remplit énormément de critères, en ce sens où on est vraiment sur l'investissement durable. On sait ce qu'est la finance aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de débats sur tout ce qui va être les critiques sur telle ou telle chose, sur tel ou tel autre aspect. J'adore me nourrir du débat. J'ai aucune vérité finale, mais en tout cas, j'aime bien questionner. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'aller concilier à la fois une nature humaine avec des clients, justement,
qui veulent donner du sens à leur argent. C'est vraiment le principe au niveau de l'ITA. Et d'un autre côté, les convictions du fait qu'aujourd'hui, le visage un peu qu'on peut avoir de la finance, qui est quand même très négative, mais l'argent, il peut aussi servir de droit de vote, en gros. Donc il y a quelque chose de très militantiste, d'activiste qui est présent, qui répond à des convictions aussi de bienveillance et de bien commun, qui sont vraiment très importantes et qui se retrouvent. Et pour contextualiser, l'ITA rapidement, en fait, c'est une entreprise de levée de fonds qui permet d'investir dans des entreprises qui ont un caractère durable, qui ont un impact social, sociétal ou environnemental. Et mon rôle, à proprement dit, c'est d'être au contact des investisseurs, de parler avec eux, de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles ils viennent chez l'ITA. On rejoint en fait cet aspect psychologique de l'argent. Je ne sais pas forcément quoi en faire. Déjà, c'est quelque chose qui a tendance à être extrêmement complexifié. Hein, il suffit de commencer à parler de réduction d'impôts, de PEA, d'assurance vie, d'OPCVM. C'est des choses où on peut très vite être noyé. Et c'est des choses sur lesquelles moi, je veux vraiment décortiquer. Et du coup, comment ça se traduit par voilà, comment aujourd'hui on peut avoir un pouvoir avec cet argent-là. Et moi, ça me permet de concilier à la fois cette nature humaine qui se pose des questions et la dimension financière qui a quand même qui génère quand même beaucoup de questionnements et beaucoup de gêne parfois. C'est aussi culturel, hein. Ça je l'ai vu au niveau de la banque privée quand j'étais avec les clients internationaux. Ce rapport à l'argent est quand même aussi très culturel et c'est un sujet qui me fascine et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens à ma place. Comment tu peux décrire finalement ton métier de financier, juste pour comprendre un tout petit peu plus dans le détail ce que c'est? Avant de parler de financier, il faut parler de finance. Et Ouais. quand on prend une définition, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect où la finance, en fait, c'est l'ensemble des professions et des disciplines qui touchent aux capitaux, à l'argent et à ces modes de représentation. Donc on a quand même déjà cette notion de représentation. Et il y a aussi une autre définition qui est la science de l'analyse de la gestion des dépenses et des recettes d'un particulier, d'une entreprise ou d'un État. Je me suis rendu compte de l'importance de définir la finance quand j'ai posé la question à quelqu'un, qu'est-ce que la finance? Ça laissait un petit blanc en fait, on n'avait pas forcément ces termes-là, mais finalement on arrive sur cette question de flux. Donc être financier aujourd'hui, on va dire que ça recouvre beaucoup de choses. Quand on parle d'investissement, quand on parle de finance, on a énormément de métiers qui sont liés à la finance. On va avoir la finance d'entreprise, on va avoir la finance des particuliers, on va avoir la finance qui va avoir un axe juridique, on va avoir nous ce qu'on fait au niveau des levées de fonds. Il y a aussi une fois qu'une entreprise peut se faire absorber, il y a tout ce qu'on appelle la fusion-acquisition. La finance est énorme, c'est quelque chose qui fait appel aussi à un concept qu'on appelle la financiarisation de l'économie, où il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué et qui ont amené en fait à une problématique qui est celle d'une vision de l'économie comme une fin pour elle-même et la finance qui est devenue un but pour elle-même. Et comme ça a un lien avec l'argent, la représentation qu'on s'en fait, en fait, ça génère aussi donc c'est des problématiques liées à ce que c'est comme représentation pour les différentes personnes. Donc le financier, pour moi, en premier lieu, et c'est ce que j'apprécie faire, c'est vraiment aller décortiquer ces éléments qui peuvent potentiellement être complexes et les simplifier tout simplement pour que les gens puissent déjà se sentir à l'aise et puisse ensuite, dans l'aspect durable, se dire que j'ai un pouvoir sur cet argent et j'ai un pouvoir de dédier à une entreprise qui fait bouger les choses aussi. Et il y a un cercle vertueux qui se développe par la suite. Donc c'est un accompagnement pour essayer de comprendre auprès des personnes avec qui tu interagis ce que représente l'argent pour elles. Pour moi, c'est le biais que je donne parce Ouais. que c'est celui qui m'intéresse en ce sens où, comme je disais, on est vraiment sur une conception très personnelle de l'argent. C'est ce qui tombe à la fin du mois, c'est un salaire ou alors une rémunération, quelle qu'elle soit. Ça nourrit un travail, c'est quand même un impact très fort. J'ai cette conception-là qui va être très humaine, qui m'a fait défaut, hein. Clairement, si aujourd'hui je suis plus dans ce grand groupe européen, c'est aussi parce qu'il y avait cet aspect-là. Et malheureusement, il y a un visage qui va être extrêmement centré sur la dimension objectif, faire de l'argent pour de l'argent. Et Hmm. l'argent devient une fin en soi, l'économie devient une fin en soi, et du coup, ça c'est compliqué. Donc c'est pour ça que le métier de financier, j'ai tendance à vraiment l'exposer comme étant aussi une possibilité d'avoir beaucoup de psychologie et d'humain. Et ça se fait, je pense, beaucoup plus facilement quand on traite avec des particuliers sur leur salaire, sur leur rémunération, D'accord. que dans le monde de l'entreprise où il existe des financiers qui travaillent auprès d'entreprises. Sauf que typiquement, quand on est une entreprise, on peut déduire des charges. Enfin, on a un rapport différent. Il y a comme une opacité qui se crée quand on crée une société. On crée quand même une frontière, on crée quand même un voile et le rapport à l'argent est différent. Donc c'est Hmm. pour ça que je me concentre beaucoup plus sur cet aspect des particuliers. Et c'est ma définition du financier pour ce que j'en pense au niveau de la gestion de patrimoine, au niveau du rapport au consommateur, au client, à l'homme, à l'humain qui va être particulier. C'est lui, c'est pas son entreprise, c'est pas d'autre chose. C'est intéressant ce que tu dis là parce que tu accoles à l'argent un côté donc humain et une partie de psychologie. C'est pas un discours qu'on entend souvent. Qu'est-ce qui t'a fait à un moment te dire oui, il y a un côté humain dans l'argent? Je pense que je
m'en suis inspiré beaucoup sur ma propre expérience par rapport à l'argent, ou ne serait-ce que j'ai mon père qui était dans un environnement financier, Mhm. et et aussi l'impact, de ce que j'appelle la financiarisation, faut que je définisse aussi. Il y a une définition qui est importante, en fait, et c'est ce qui est aussi, ce rapport à l'argent et ce qui me donne ce côté humain. C'est qu'il y a eu un moment où il y a eu une séparation, il y a eu une cassure, et en fait, l'argent est devenu une fin pour lui-même. Et aujourd'hui, quand on parle de financiarisation de l'économie, c'est que si on investit 100 € dans une entreprise, si on va acheter une action d'une grande boîte, typiquement une grande banque européenne par exemple, hein, pour prendre un fil conducteur, on va avoir, allez, 50 € qui vont être utilisés pour investir dans l'entreprise, et 50 € qui vont jouer sur la spéculation. Là, on est sur une financiarisation, on est sur la création d'une bulle spéculative. On entend beaucoup parler des bulles boursières, hein, qui sont extrêmement importantes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'argent devient pour lui-même, et il y a beaucoup de logique en fait qui amène l'argent comme n'étant plus quelque chose qui revient à son usage premier, qui se rattache à la monnaie. Alors, je ne vais pas refaire une histoire monétaire avec. On parlait de troc avant. Après, pour des raisons simplifiées, on avait créé une monnaie. On peut parler d'Aristote qui avait une définition assez intéressante de la monnaie, où il fallait que ce soit quelque chose de divisible, qui puisse être on pouvait amener une valeur en fait. Hein. C'est très difficile de pouvoir faire du commerce avant. Il y avait quelque chose de réel. Et au fur et à mesure du temps, en fait, pour un côté historique, hein, fut un temps, on avait ce qu'on appelait un étalon or, c'est-à-dire qu'on avait une vision de l'argent qui se basait sur des réserves d'or au niveau des banques centrales. Et fut un temps, il y a Bretton Woods qui est arrivé, de 44, je crois, Mhm. et on a brisé l'étalon or. Ça signifiait en fait que la réserve d'argent qu'on pouvait en fait donner, qui était indexée sur l'or, sur une quantité d'or, hein, qui était un métal précieux, qui avait une valeur, ce qu'on appelle intrinsèque, ça veut dire que ça avait une valeur pour lui-même par sa rareté, on l'a complètement cassé. Et du coup, maintenant, c'est parti sur un étalon dollar. Ça veut dire que la conception de référence, c'est une monnaie qui n'existe en soi, qui n'existe pas. C'est assez compliqué. On est sur un billet, hein. Quand on prend un billet, c'est un bout de papier. Et en fait, ça s'est développé petit à petit. Il y a eu l'internationalisation, il y a eu la mondialisation, il y a aussi la technologie qui est arrivée et qui en fait a développé et qui a complété cette cassure, je trouve, et qui a complètement déconnecté les gens d'une réalité concrète, réelle, qui a vraiment un impact en fait sur aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je fais quand j'ai un billet de 20 euros? Qu'est-ce que je fais vraiment? Quoi ça représente quoi? De l'argent, c'est aussi une conception qu'on rapproche souvent au temps. Si je mets 20 € maintenant, est-ce que j'ai 25 €? Est-ce que j'ai zéro? Est-ce que j'ai 10 000? On parlait de technologie, on ne peut pas ne pas parler d'argent sans parler de crypto-monnaie. Aujourd'hui, quand on voit l'évolution, alors pour suivre de près les crypto-monnaies, puisque là il y a une dimension idéologique différente qu'on pourrait potentiellement évoquer par la suite, mais quand on prend par exemple l'une des monnaies, des crypto-monnaies dont on parle beaucoup, qui est l'Ethereum, de mémoire, quand j'étais à Madrid, c'était en 2019 du coup, on devait pouvoir le négocier entre 78 et 200 €. C'était quelque chose des prix. Aujourd'hui, il a dépassé les 2 000 €. On a une spéculation, on a des choses qui arrivent et qui attisent une conception de la valeur, une conception du pouvoir de l'argent qui est super compliquée, et ça génère énormément de contradictions et ça génère beaucoup de questionnements sur ce que je peux faire avec l'argent. L'argent va souvent être perçu comme étant une capacité d'avoir accès à quelque chose. Je peux m'acheter un toit, par exemple, pour des raisons de sécurité. Je peux m'acheter un produit de luxe parce que je suis attaché à l'image que je dégage et que pour moi, le luxe, c'est quelque chose d'important. Je peux m'acheter aussi, je peux m'acheter ma nourriture. Enfin, il y a toute une conception différente sur l'argent, qui détermine le pouvoir que ça octroie à celui qui en détient, et qui pour moi fait que c'est complètement rattaché à la psychologie, donc l'humain, et comprendre avant l'humain et que lui-même se comprenne, en fait, sache ce qu'il veut vraiment, ça lui permettra d'avoir un usage beaucoup plus raisonné de l'argent. Et quand on voit l'impact justement de pouvoir investir dans des filières qui vont avoir un impact réel, social, sociétal, environnemental, alors oui, on peut avoir aujourd'hui une reconnexion avec l'argent et l'économie réelle, et du coup contribuer à un bien commun qui soit sensé, qui soit raisonné et qui ne soit pas sur une course en avant, une fuite en avant sur un futur qu'on pourrait espérer meilleur, mais qui in Ok. fine, c'est pas forcément. De ce que j'ai compris, en fait, dans ton activité, tu vas aider des particuliers à investir sur des organisations à but durable, donc environnemental, sociétal, social. C'est ça l'idée? En fait, concrètement, l'environnement économique d'une entreprise fait que quand elle se développe, elle a besoin d'argent, hein, ce qui est tout à fait normal aujourd'hui, c'est la situation économique, donc elle va Ouais. rechercher à récolter des fonds pour pouvoir se développer. Parce que quand on arrive et qu'on est une entreprise qui est un petit peu jeune, on n'a pas forcément beaucoup de fonds pour faire du recrutement, pour développer des logiciels, pour acheter en fait ce qui permettra de le faire. Donc ce qui se passe, c'est que c'est une logique
de beaucoup d'entreprises, c'est qu'on va faire des levées de fonds. Les levées de fonds, ça signifie qu'on va faire un appel de fonds à des personnes qui peuvent investir, c'est pas donner de l'argent, ça va être vraiment investir, c'est-à-dire qu'ils vont placer de l'argent dans l'entreprise qui lui permettra d'avoir donc cet argent et d'en disposer pour justement se recruter et développer son activité. Donc ça, c'est l'un des côtés de l'ITA, qui est une entreprise vraiment indépendante. Ça, je le souligne. Il n'y a pas de lien. L'actionnariat de l'ITA est ouvert. Il n'y a pas de souci. C'est quelque chose. Il n'y a pas de grosse boîte derrière qui est présente. Il n'y a pas de grosse banque européenne, on va dire, pour le fil rouge. Mais du coup, il y a des besoins financiers pour une entreprise de se développer. Et il y a aussi des personnes qui ont un excédent. Ça s'appelle l'épargne. Il y a un excédent une fois qu'on a payé ses charges et autres, qui vont avoir un excédent et qui vont se dire qu'est-ce que je fais de cet argent? Je peux le placer. Donc en fait, l'ITA va créer le produit financier qui est soit une action, une obligation. Et le particulier va pouvoir investir, donc permettre à l'entreprise de se développer. Et c'est vraiment ça l'objectif. Donc nous, mon rôle, c'est vraiment le côté investisseur où je vais essayer de comprendre quels sont les intérêts, quelles sont les thématiques. Est-ce qu'on veut investir sur la réinsertion sociale? Est-ce qu'on veut investir sur des filières de production qu'elles soient beaucoup plus éco-responsables, qui assurent une transition? Est-ce qu'on veut accompagner des personnes qui sont dans une situation beaucoup plus précaire, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue au niveau de maladie? On a cette vocation-là de se dire quelles sont ces thématiques, quelles sont les choses qui vous font vibrer d'un point de vue conviction. Et nous, on a un panel d'entreprises qui cherchent des fonds qui sont dans cet impact-là. Et c'est exclusivement des entreprises qui ont cet impact-là. L'ITA a une grille, en fait, très concrètement, de se dire que si on est sur une entreprise qui cherche juste à faire des levées de fonds pour développer une activité économique, mais qui n'a pas d'impact mesurable, on ne va pas le financer. Aussi juteux ce qu'on appelle un deal puisse être, s'il n'y a pas d'impact, ce n'est pas quelque chose qui va rentrer. Et c'est ce qui explique aussi une position, ou parfois, s'il y en a qui connaissent l'ITA, parfois il n'y a pas beaucoup de collecte. C'est une bonne et simple raison que s'il y a beaucoup de dossiers qu'on reçoit, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ne répondent pas à des critères d'impact sociaux, sociétaux et environnementaux, où c'est concret, mesurable. On a vraiment envie que les particuliers qui investissent puissent vraiment savoir où va leur argent, à quoi il sert. Et le côté entreprise, c'est la recherche se fait par une équipe vraiment dédiée. J'y suis pas parce que c'est un autre métier, c'est vraiment un métier à part entière. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand tu discutes avec quelqu'un qui a envie d'investir dans une entreprise à impact, durable, peu importe comment on les appelle? Qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est que je demande pourquoi en fait il y a cette démarche qui se fait, pour comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière, puisque encore une fois, comme c'est quelque chose qui fait appel à des convictions, typiquement, on va avoir des projets qui répondent à par exemple, de l'accompagnement de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, pour leur donner un cadre de vie qui soit beaucoup plus adéquat que dans un EHPAD, où quand bien même il y a des moyens qui sont mis, il y a différentes pathologies qui sont présentes et c'est compliqué en fait de pouvoir subvenir à cette pathologie qui est la maladie d'Alzheimer. Et en fait, pour tout dire, il y a eu une campagne qui fait que c'était des colocations de personnes dédiées à un prix qui soit beaucoup plus accessible que si c'était une aide individuelle. Cet impact au niveau de la santé, au niveau de l'environnement aussi des anciens, puisque c'est dédié à des personnes de plus d'une génération plus de 60 ans minimum, ça peut faire appel à des échos personnels. Donc en fait, mon premier travail, c'est d'aller comprendre quelle est la motivation première et pourquoi je veux de l'impact. Pourquoi j'arrive et je vais sur un site qui dit c'est de l'impact. Moi typiquement mon argent, je sais pas ce qu'il en est. Ma banque me prend énormément de frais. Je compte pas ce que me dit mon banquier ou autre. Parfois parce que le banquier ne le sait pas lui-même, mais ça c'est un autre sujet. Avec quelques nervosités. Mais du coup, pourquoi en fait la démarche est présente? Et à partir de là, je rebondis. Donc ça peut être quelqu'un qui va être passionné par une dimension, je sais pas, agroalimentaire. Ça peut être quelqu'un avec un passé agricole. Aujourd'hui, on sait ce que c'est l'agriculture par rapport en société, là, ce qu'il en est au niveau il y a beaucoup d'injustices. Comment aujourd'hui on peut être sûr que si on veut investir son argent, on ait une certitude que ça ait vraiment un impact à 100%. Et je dis ça parce qu'en fait, les principaux véhicules d'investissement, ça va être ce qu'on appelle des PEA, des assurances vie, dans lesquelles on va investir dans ce qu'on appelle des fonds. C'est des paniers de valeurs qui répondent à des thématiques. Le fait est que ces thématiques-là, parfois, on peut dire que c'est quelque chose qui va être vert, ça s'appelle du greenwashing, mais in fine, on n'est pas sur quelque chose qui va vraiment avoir un impact. Je prends un exemple très simple, il suffit que, par exemple, Total puisse développer une entreprise qui soit 100% bio ou alors sur des énergies renouvelables pour X ou Y raison. Le fonds investit dans cette boîte-là, sauf que la maison mère, c'est Total. Et Total, aujourd'hui, il y a du débat. Il y a du débat sur l'énergie, mais ce n'est pas le sujet. Mais en gros, il y a quand même beaucoup d'externalités négatives liées à ce que peut faire Total.
Et il faut voir aussi d'un point de vue financier la force, la puissance de Total. Et donc au final, on se retrouve à investir sur des choses qu'on imagine vertes, qu'on imagine vertueuses, et au final, non. Donc l'idée, c'est comprendre voilà, ces motivations-là, décortiquer aussi l'aspect vraiment financier. Aujourd'hui, un entretien un échange avec l'ITA, c'est comprendre à la fin ce que c'est qu'une action, ce que c'est qu'une obligation, ce que c'est un pacte d'actionnaires, par exemple. Ça, c'est des mots qui sont complètement différents puisqu'il y a une intégration quand on investit en action. Je ne vais pas l'expliquer en détail, mais comme on devient vraiment actionnaire d'une boîte, on a une décision, on a un pouvoir. Donc, quand on a un pouvoir, quelles sont les règles du jeu, en fait? Qu'est-ce qui régit la relation entre l'entreprise et l'investisseur? C'est un pacte d'actionnaires. Et on aborde tout ça, ça décortique le tout. Et en fait, c'est un peu un cocktail entre... en fait, je trouve quelque chose où j'arrive à comprendre. Et là, je remercie plus que tout tous les investisseurs qui me disent 2 mots très clairs, où je suis très content de me dire, voilà, c'est clair ce que j'ai pu dire. La personne sait ce qu'est une action, une obligation. Et en plus, elle sait qu'elle peut mettre à profit son argent pour quelque chose qui a un vrai sens. Et puis derrière, va répondre à des convictions. J'ai des personnes qui vont exclusivement investir sur des problématiques de réinsertion sociale. Il y a des personnes qui sont très concernées par l'agroalimentaire. Ils vont aller chercher tout ce qui concerne la restauration ou les filières de production. Et la diversité des campagnes chez l'ITA permet justement de pouvoir répondre quand c'est permis en fait à ce genre de besoins. Et c'est ce qui fait appel aux convictions, c'est ce qui fait appel à côté assez irrationnel de l'argent. Et on arrive en fait, ce que je retrouve et ce que je perçois chez les investisseurs quand on discute, c'est vraiment se dire, il y a un peu une étincelle qui se crée en disant, ok, il y a un truc irrationnel qui est l'argent, je sais pas quoi en faire, je suis complètement paumé. Mais je suis hyper convaincu de cette chose-là, je vais remettre les deux et on attache à du concret. Et ça, c'est quelque chose qui rassure aussi les gens. D'accord. Et donc, là, on ressent le côté vraiment humain de cette relation que j'ambitionne avec chacune des personnes que j'ai au téléphone. Donc, beaucoup de compréhension et aussi de la pédagogie, en fait. Énormément de pédagogie. Ouais, énormément de pédagogie. Un entretien, je prends un entretien parce que c'est comme si c'était quelque chose de très profond. Quand je suis en rendez-vous, rendez-vous client, je trouve ça trop. C'est d'abord le pourquoi en fait de l'appel. Ouais. Le deuxième temps, c'est d'accord, j'ai compris ces besoins-là. Maintenant, il y a des mots plus techniques qui, si vous ne les maîtrisez pas, on va les décortiquer ensemble. Et ensuite, le troisième temps, c'est maintenant que vous avez les réponses en fait à vos questions, que vous m'avez parlé de vos convictions, qu'est-ce qu'on fait? Okay. Et surtout, une chose très importante que je souligne beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ou qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois. L'argent, le temps, c'est 2 choses qui sont très, très intimement liées. Il n'y a rien de pressé, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important, je trouve. Alors, c'est très subjectif, ça n'engage que moi. Mais pour avoir vu ce qu'était une entreprise de machine de vente, pour avoir travaillé dans une grande banque européenne ayant des objectifs d'investissement, on a quand même une pression qui est donnée aux clients de se dire il faut que j'investisse. Comme on se base sur quelque chose qui est incertain, c'est compliqué, donc peut-être dans la précipitation, il y a le conseiller qui a ses objectifs hauts, il y a une perdition en fait du lien humain, du lien social avec le client. Et du coup, là, l'objectif, c'est de dire on prend le temps. Alors, on peut prendre le temps parce que c'est un investissement qui doit aussi se mettre en perspective avec du temps. Il y a du risque, etc. C'est important de l'avoir en tête, qui ne doit pas constituer la totalité de l'épargne. C'est très important de l'avoir en tête. Mais sur cette partie-là, on peut juste souffler, de dire c'est bon, je ne suis pas pressé. Et puis, si jamais il n'y a pas de campagne aujourd'hui qui me convienne, on se rappelle dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Est-ce qu'il y a un montant minimum à investir quand on veut aider des entreprises? Alors, sur l'ITA, oui, c'est 100 €, à partir de 100 €. D'accord. Et c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on a l'impression qu'il faut tout de suite avoir une expérience monstre, il faut avoir un gros capital. Non, c'est pas vrai en fait. Et tout seul, on va plus vite, on va plus loin. L'idée, c'est qu'en fait, ce collectif, c'est hyper important, ce collectif. Aujourd'hui, la conviction profonde, pour donner un état d'esprit, des levées de fonds sur l'ITA, c'est des levées de fonds qui se font sur des montants qui peuvent, minimum 150 000 €. On peut aller jusqu'à 2, 3, 4 millions. Ça dépend des projets qui sont concernés. Mais c'est cette somme-là. Et quand on regarde tous les investisseurs sur une collecte, on a entre 200 et 500 investisseurs, on va dire, sur une seule collecte. On a des tickets à 100 €, beaucoup de tickets à 100 €, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Et bien sûr, on a aussi des tickets, quand je parle de tickets, c'est l'investissement, à 10, 20, 30, 50 000. Tout à l'heure, tu nous parlais du rapport à l'argent qui était très culturel. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le rapport à l'argent que tu as pu percevoir à travers tes différentes expériences? Aujourd'hui, est-ce que le mérite par rapport à l'argent
est-ce que cette question de méritocratie en France, hein, de se dire on peut avoir accès à une réussite en fait parce qu'on a du mérite. Il y a une question aussi sur justement ce patrimoine historique. Il y a une timidité, parfois il y a une honte. La croyance de base au niveau de l'argent, le rapport à l'argent est beaucoup lié à la croyance. Qui dit croyance dit aussi qu'il y a la construction mentale de cette croyance-là. Et quand on parle de croyance, on est forcé de parler aussi de religion. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est ce qui était très intéressant et je l'ai perçu parce que justement j'étais avec des personnes dans les non-résidents qui venaient de différents pays, de différentes cultures avec un historique très différent au niveau de la religion. On parle aujourd'hui typiquement, alors c'est encore d'actualité, la finance islamique, c'est une finance qui refuse le taux d'intérêt. C'est-à-dire un livret A typiquement ne peut pas exister dans cet esprit-là. C'est contraire à des principes religieux. Mais je parle de celle-ci, comme je peux parler aussi de l'Église. On se refusait la pratique de l'usure, en fait, la pratique justement de la rémunération du capital. Ça a été aboli. Et puis, on peut parler aussi du protestantisme, qui a un rapport complètement différent à l'argent. Il suffit de voir aujourd'hui ce qu'est le self-made à l'américaine. Mais du coup, le rapport à l'argent, à la réussite, il y a beaucoup d'opulence, il y a beaucoup justement de dimensions. On se dire, j'ai de l'argent, c'est parce que j'ai réussi, c'est parce que ça me... Et on va l'exposer. La révolution industrielle a apporté aussi beaucoup de choses sur la conception de l'argent et le pouvoir que ça donne. Là où typiquement, je pense à l'Inde, je pense à la Chine aussi, qui dans leur construction, dans leur civilisation, n'avaient pas ce même rapport à l'argent, n'avaient pas ce même rapport aussi au matérialisme. Et tout ça, c'est lié justement à ces différences culturelles qui ont fait qu'un pays est ce qu'il est aujourd'hui, qui ont fait qu'il a vécu, qu'il a traversé les siècles, voire les millénaires, avec une conception de la valeur à la base, puis de l'argent. Et du coup, c'est toute cette richesse-là qui se traduit aujourd'hui sur une discussion avec quelqu'un qui vit au Japon. Quand j'étais chez non-résidents, j'avais des clients, les non-résidents, quand j'étais dans cette grande banque européenne, au Japon, en Amérique du Sud, en Afrique, de pays scandinaves, des Américains aussi. C'était des conceptions complètement différentes. Tu as un exemple, par exemple, de différence? Alors typiquement, j'avais des clients qui étaient musulmans. Typiquement, je ne pouvais pas faire investir sur, par exemple, de l'assurance vie ou des produits qui avaient des intérêts. Conclusion, c'était exclusivement de l'action, par exemple. Je me rappellerai toujours de cette personne que j'avais rencontrée, qui était très fière d'avoir une activité de leasing d'aviation, un système de location d'aviation aux USA qui lui rapportait du 8% net minimum par an, et qui était très fier de pouvoir d'avoir cette dimension-là. Il y a aussi un rapport à l'argent sur ce que le pays dans lequel la personne non résidente vient. Alors à l'époque, je ne sais pas les éléments actuels, mais je crois que c'était soit au Maroc ou en Algérie, on ne pouvait pas sortir plus de 7 000 euros, je crois, par mois du pays. Il y a une vision du contrôle de la masse monétaire dans le pays. Du coup, ça avait un rapport différent. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et puis des personnes qui étaient celles qui étaient assez inspirantes, qui étaient richissimes d'un point de vue financier, et j'insiste beaucoup sur d'un point de vue financier, mais qui avaient une humilité très forte. Et ça, c'était extraordinaire parce que, voilà, j'ai fait ce que j'ai à faire, je suis arrivé, j'ai fait ça, ça a marché, tant mieux, mais ça n'a pas changé ma vie et j'ai pas envie de changer. Et ça, c'est des personnes très rares dont je pense on doit s'inspirer quand on a ce rapport à l'argent, parce qu'on peut très vite perdre pied et rester déconnecté, tout comme beaucoup on voit aujourd'hui, malheureusement. Je te propose maintenant de passer au quart d'heure émotion. Quelle serait une grande joie, grande fierté qui te vient à l'esprit? C'est toujours une grande joie en fait de passer du temps au téléphone avec des personnes qui posent des questions, qui peuvent être paumées. Et du coup, cette fierté, c'est de me dire que l'échange se fait, l'échange se poursuit, et à la fin, je deviens acteur. En fait, je ne subis pas, je deviens acteur. Et ça se manifeste souvent par 2 mots qui sont des mots très clairs. Et quand j'entends ces mots-là, à chaque fois, j'ai un petit sourire en me disant, ça y est, j'ai fait mon taf. Il y a quelqu'un il y a une personne qui a compris, il y a une personne qui est contente d'avoir compris. Il y en a qui sont très très expressifs et qui remercient. Alors je l'entends pour moi comme je l'entends pour les autres en fait. Quand on voit le sourire en fait sur la fin d'un rendez-vous, j'ai un collègue on partage beaucoup justement cette dimension. Ah là, ça c'est un rendez-vous comme on aime, quelqu'un qui va être ouvert au téléphone, qui va prendre ce qu'il y a à prendre et qui va se retrouver hyper content et puis qu'il investisse 100 euros comme 50 000. Ça n'a pas de différence sur ça et c'est génial. Donc ces joies-là, c'est toujours des grandes joies de dire ça y est, je suis content d'avoir j'ai accompli ce que j'avais à accomplir avec cette personne-là. Et puis c'est une personne en plus qui peut aujourd'hui même transmettre ces éléments-là, qui peut recommander, qui peut en parler, qui peut surtout se sentir plus à l'aise pour elle-même et pour les autres.
C'est chouette d'entendre ça. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un métier dans lequel tu t'épanouis à travers tes rencontres. Et du coup, on nous pose la question, est-ce que c'est pas difficile parfois d'expliquer par téléphone? Ah, c'est extrêmement frustrant. C'est Ouais. extrêmement frustrant parce qu'il y a plein de choses dans un échange, il y a le non-verbal qui est extrêmement important. Comme j'ai toujours été dans l'observation et essayer de comprendre comment fonctionnait l'autre personne, au téléphone, on ne peut pas, par exemple, avoir. Alors, je reprends typiquement, c'était une de tes vidéos que tu avais faites sur quand on échange, en fait, ce pré-contact, en fait, Ouais. il passe aussi par une dimension non-verbale, en fait, avant de se parler, avant autre. Est-ce qu'on est sur une posture ouverte ou pas? Et ça, c'est quelque chose que j'avais pu justement vivre avant la crise sanitaire quand j'étais en banque. Et c'est d'autant plus important que comme on parle de choses personnelles au niveau de l'argent, Ouais. comprendre qu'on a en face quelqu'un qui reste ouvert, qui reste posé, qui ne va pas émettre de jugement, parce qu'il n'y a personne pour juger sur quoi que ce soit, c'est compliqué par téléphone. Après, j'ai la chance d'avoir pu quand même beaucoup travailler, même en dehors de l'environnement professionnel, la relation humaine, la discussion, l'échange, l'écoute surtout. Ok. Ce qui fait que très rapidement, en fait, c'est ce qu'on disait, comment ça se passe quand je parle du pourquoi. Déjà, la personne va se sentir écoutée. Elle sait qu'elle a quelqu'un au téléphone qui est intéressé et qui l'écoute et qui ne va pas la juger. Et ça permet quand même de pouvoir avoir une bonne base. Et c'est pour ça que quand je parle, justement, quand je fais des formations sur un peu comment on peut mener un entretien téléphonique, un rendez-vous, le premier temps, c'est 90-10. 90%, c'est le client qui parle, c'est l'investisseur qui parle. 10%, c'est moi. Deuxième temps, c'est l'inverse, que là, on apporte les éléments. Et troisième temps, c'est du 50-50. Donc oui, c'est difficile par téléphone, mais ce n'est pas impossible. Ce serait quoi un grand moment d'inquiétude que tu as pu avoir à un moment donné, quelque chose qui t'a marqué? En fait, on a quand même ce que j'appelle une sorte de schizophrénie entre la vie pro et la vie perso. Mais si on commence à avoir un visage différent en environnement professionnel et de celui qu'on a en environnement personnel, on ne peut pas être la même personne, on ne peut pas être en accord avec soi-même et je trouve ça super compliqué. Et c'est très mal reçu aujourd'hui, je trouve, dans de grosses boîtes pour l'avoir expérimenté en fait. Dès lors qu'il y a une ouverture qui se crée, dès lors qu'il va y avoir un côté sensible, émotionnel qui peut se dégager parce qu'on a envie de partager, c'est pas possible. Ou alors c'est très difficile, mais généralement c'est biaisé. Alors je parle en expérience de grosses boîtes. Quand je parle de grosses boîtes, c'est des très grosses boîtes avec plusieurs dizaines de milliers d'employés. Mais il y a quand même, même si j'ai fait d'autres petites boîtes, il y a quand même cette schizophrénie, je dirais, de personnalité. Et du coup, la grande peur que j'avais, c'était quand en fait j'ai compris que chez Lita, je pouvais être entre guillemets moi-même, mais même pas entre guillemets, en fait, je pouvais être moi-même. Tu vois, j'en ai encore des petits éléments de peur en me disant, est-ce que c'est encore possible, là, même après un an, tu vois. Et en fait, ouais, t'as écouté. Et j'avais super peur en fait de me dire, attends, qu'est-ce qui se passe maintenant si on t'accepte dans un groupe, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'était une grosse appréhension qui a mis quand même plusieurs mois à se mettre en place, parce que c'est à double sens en fait. C'est moi avec eux avec moi, et inversement. C'est ça qui est important. Et de savoir aujourd'hui justement que c'est possible, ça me rassure beaucoup, mais ça a été très angoissant. Ça le reste encore un petit peu parce que j'ai une incompréhension de me dire pourquoi c'est possible aujourd'hui chez Lita. Et pourquoi c'est super compliqué à côté dans des boîtes? Pourquoi en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose un moment qui t'a particulièrement énervé, que tu as pu vivre, que tu souhaiterais nous raconter? Ce qui m'amène beaucoup de colère, et je pense que mes collègues m'entendent, le voient aussi, rien qu'à mon visage quand ça arrive, c'est justement quand je me rends compte des bêtises des banquiers en fait, qui sont censés enseigner ce qu'est l'argent, accompagner des personnes dans des projets qui leur tiennent à cœur. Alors je parle bien des banquiers qui sont le conseiller en agence. Alors ils sont pas tous comme ça, je suis d'accord, mais le problème c'est qu'aujourd'hui quand on veut faire quelque chose qui sort un peu du cadre, c'est super compliqué. Il y a des boulettes, il y a aussi un jeu de à qui va se rejeter la responsabilité de la patate chaude. Ça aussi c'est quelque chose qui est très compliqué sur ces questions de hiérarchie, ça, par rapport à ce que j'évoquais avant. Mais du coup ça m'énerve vraiment à chaque fois de me dire, mais faites votre boulot en fait. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui arrive, pour X ou Y raison, il y a de l'argent sur le compte, il y a des projets qui concernent sa vie personnelle, qui concernent ses envies, un projet immobilier ou alors un projet de quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que vous foutez à lui vendre des produits qui va pas avoir envie de comprendre parce que vous ne lui donnez pas envie,
et qui plus est, ne lui correspondent pas forcément après. Et ça, c'est des trucs qui m'énervent. Et puis du coup, mais du coup, c'est assez récurrent. Mais du coup, ça ponctue bien la journée aussi sur ces éléments. Donc ça contrebalance. Hein. Ce que je dis, c'est l'équilibre. Hein. Les grosses colères quand il y a ça. Et puis après, il suffit de se dire que dans l'entretien, la personne a compris, elle m'a dit très clair. Et du coup, ça va m'être calmé un petit peu. Est-ce que tu as l'impression que il y a une certaine toxicité qui est particulièrement présente dans le monde de la banque? Alors la toxicité, en fait, elle est présente parce qu'il y a une mauvaise interprétation de cet argent. Il y a une mauvaise interprétation de ce que représente cet argent-là, justement, et il devient toxique parce que c'est compliqué de se dire que enfin, faut voir on parle de résultat net d'une entreprise, c'est ce qu'elle gagne vraiment à la fin de l'année. Le résultat net des banques est quand même monstrueux. Il y a Attaque qui est en train de faire une campagne de pub par rapport à qui paye la crise. Est-ce que c'est un tel qui gagne 900 € par mois? Est-ce que c'est Bernard Arnault qui avait plus de 62 milliards sur son patrimoine professionnel? Alors ça c'est un débat qui est extrême, donc au niveau des émotions, ça anime beaucoup. Mais sur le principe, c'est que ça rend toxique aussi au niveau de la médiatisation, au niveau de concept de l'argent. Et puis on a aussi une problématique qui va être toxique, c'est que l'argent représenté dans les banques, ça va être un biais, je dirais, négatif du capitalisme et de l'argent pour l'argent. Ce qui manifeste l'argent, c'est cette réussite. Je gagne beaucoup d'argent et cette réussite aujourd'hui va souvent être incarnée par le self-made man à l'américaine. Mais sauf que le self-made man, faut pas oublier qu'on prône une individualité, on prône quelque chose d'une seule personne, alors que, encore une fois, à tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Alors je vais prendre une grande entreprise qui fait, on va dire, des courses automobiles et qui a développé une offre de livraison d'aliments. C'est très compliqué aussi d'avoir une lecture, de se dire que oui, on donne la chance à une personne de pouvoir se démarquer, mais le problème c'est que ça va aussi motiver cette individualité en fait. Et au final, on perd le côté collectif. Donc encore une fois, c'est une question d'équilibre, hein, parce que tout est une question d'équilibre. Mais du coup, il y a aussi ce côté où on prône l'individu. Et en plus, si on couple ça à la représentation de l'argent, qui, si on en a le plus et qu'on a réussi, ça va créer beaucoup de choses toxiques. Alors qu'il y a des modèles alternatifs qui existent et qui sont formidables et qui sont basés sur le collectif. Et sans forcément parler d'un collectif à 7,5 milliards d'habitants, c'est très compliqué. Et là, c'est plus des éléments sociologiques et organisationnels dont on pourrait parler aussi pendant des heures. Mais du coup, cette toxicité, elle vient aussi de mauvaises interprétations. Aujourd'hui, parler d'argent, quand je parle d'argent avec des proches, quand je parle d'argent avec des personnes qui sont pas à l'aise, à la fin, il y a quand même alors, j'ai pas la parole divine, hein, loin s'en faut, mais c'est juste que j'ai questionné ça et j'ai juste remis en perspective par rapport aux besoins de la personne et par rapport à ce que ça représente. Est-ce qu'il y a eu un moment de grosse déception, de grande tristesse que tu as pu vivre? Oui, c'est cette tristesse-là, en fait, c'est aussi un moteur, une essence. C'est un peu David contre Goliath. Quand je vois en fait le poids de cette finance négative, de cette finance toxique, ce que ça induit dans la tête des gens, c'est toujours. Enfin, il suffit que je vois une grosse nouvelle en voyant que telle personne s'est enrichie, va le vanter sur telle ou telle autre chose, va parler de réussite, et qu'au final, à côté, on voit qu'il y a des choses complètement insensées qui se passent dans le monde. C'est un peu, un peu naïf sur ce point-là, mais ça attriste énormément parce que c'est des contrastes. Hein. Encore une fois, les contrastes, c'est des extrêmes. Les extrêmes se travaillent pour l'équilibre, mais du coup, c'est des choses qui m'attristent quand ça arrive et quand je les ressens et quand je les perçois. Et donc oui, c'est vraiment me rendre compte de l'immense machine aujourd'hui que par rapport au métier, hein, sur ce point-là, c'est ce qu'est la finance. Mais de toute manière, j'y crois toujours. Hein, il y a un optimisme, hein, sinon ça sert à rien. Hein. Mais c'est super important et j'invite tout le monde à ne serait-ce que regarder au moins un résumé de ce qu'a fait Nassim Nicolas Taleb, qui a inventé la théorie du signe noir. Enfin, il n'a pas inventé, c'est qu'il l'a développé. C'est un ancien trader, donc il connaît, mais qui était mathématicien dans l'âme derrière. En fait, il a expliqué la théorie du signe noir, c'est que vous avez eu un constat que tous les signes sont blancs, jusqu'à un jour, on a découvert un signe de couleur noire, et en fait, ça a renversé le modèle. Et ces éléments-là, c'est des zones de lumière, c'est des zones en fait d'espoir qui existent. Et je suis fondamentalement convaincu, alors peut-être que je ne le verrai pas de mon vivant, mais en tout cas, si je peux le transmettre à des personnes, qui le transmettront à des personnes, etc., il y a quelque chose. Sinon, de toute façon, après, il n'y a plus de sens, en fait. Et après, on arrive sur des éléments plus de débat sur la quête de sens ou autre, où là, tout le monde est paumé, et c'est super compliqué. Et c'est là où, justement, cette introspection, cette vision est super importante pour se rééquilibrer, pour se remettre en phase avec ce qu'on recherche ou autre. Quel serait, toi,
le conseil que tu aimerais donner à des personnes qui ont envie de faire un peu comme toi? Et le conseil que j'aurais, c'est qu'effectivement, la dimension d'investissement, de gestion patrimoniale, de gestion d'investisseurs à impact, et ce point-là, c'est déjà de se dire que je peux le faire en fait. N'importe qui a des ressources. On doit bien s'informer, bien sûr, hein. Il y a aussi les phénomènes des fake news ou des hoax qui existent et qui sont assez compliqués à gérer. Mais il y a des personnes qui sont là aussi pour accompagner. Mais du coup, vraiment se recentrer en se disant, en fait, c'est pas compliqué. Ça semble très compliqué. Déjà, prendre ce recul, c'est vraiment un recul sur faire une pause sur dans quoi je vis, dans quoi je suis, et surtout se mettre en perspective avec justement, le but que je rattache par rapport à l'argent, en fait. Donc faire comme moi aujourd'hui, c'est pas entre guillemets être investisseur, conseiller en investissement à impact. Mmh. C'est juste être à l'aise avec la question financière. Enfin, pas être à l'aise parce que Mmh. c'est compliqué d'être à l'aise, mais c'est surtout se questionner sur cet aspect financier, et surtout de savoir que cet investissement-là, l'ITA de 100 euros, mais même l'euro symbolique dont on parle énormément, a un pouvoir considérable sur justement ce que tu peux faire pour toi comme pour la société. Bien, merci beaucoup. Est-ce que tu accepterais de partager tes infos de contact pour qu'on puisse éventuellement te poser des questions si on souhaite aller plus loin ou faire ce genre de Avec choses? grand plaisir, avec grand, grand plaisir. Paradigmatix, c'est mon mail du coup, c'est aussi le site que j'ai sur le questionnement. Hop, je te mets dans Et le chat. IGMATKS. Je te laisse me Merci. dire si c'est bien ça. Voilà, bravo. Merci beaucoup. On a des personnes dans le chat qui te remercient. Merci pour ce partage. Ça permet de voir vraiment l'argent d'un autre point de vue. Merci. Voilà. Ça fait hyper plaisir de lire ça et de te l'entendre justement lire. Merci Antoine pour l'exercice. Merci à tous. On va se quitter sur ça. Je te souhaite une excellente soirée et à vous tous aussi. Et puis à la prochaine fois. Allez, ciao. À bientôt.